Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour l'épisode numéro 4 déjà de l'Instant Good Vibes. Aujourd'hui, on est avec un invité un peu spécial parce que je vais te donner une première confidence à Arlan. Lorsque j'ai réalisé le podcast, donc j'avais fait une liste d'invités en fait avec qui j'aurais voulu échanger pour le podcast. Le podcast, il avait vraiment été créé pas parce que je voulais faire un podcast, mais parce que je voulais, ça me donnait un peu un prétexte de pouvoir échanger avec des personnes que je trouvais inspirantes et avec qui j'avais des sujets à aborder. Donc déjà, merci Arlan d'avoir directement dit oui pour mon invitation. Donc on va déjà commencer par te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Je te laisse te présenter, Arlan. Donc moi Arlan Boulin, donc j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis le dirigeant et fondateur du groupe Le Mercure. Ok, c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, même si je sais que tu as plein d'autres flèches à ton arc, on va pouvoir en discuter aussi. Je voulais revenir un petit peu sur la rencontre et ce qui m'a vraiment aussi poussé à faire la demande auprès de toi pour le podcast. Lorsqu'on avait fait ce qu'on appelle le Café Bleu, je ne sais pas si tu t'en rappelles, qui regroupe un peu les jeunes entrepreneurs de Saint-Brieuc et qui permettent d'échanger justement avec des chefs d'entreprise déjà actifs sur la localité plutôt de Saint-Brieuc. Tu avais parlé de ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous retracer un petit peu depuis le début, le Arlan enfant et l'évolution un peu que ça t'a amené aujourd'hui dans les grandes lignes? Dès l'enfance. Dès l'enfance. Tu viens d'où déjà, Arlan? Donc moi je suis malouin d'origine. Ok. Ma famille était à Saint-Malo, mon grand-père était marchand de chaussures. Ok. Et donc moi j'ai grandi en fait déjà chez mes grands-parents jusqu'à une dizaine d'années à peu près. Et j'ai rejoint mes parents qui avaient un métier qui n'était pas propice à pouvoir m'avoir au quotidien, donc à peu près à l'âge de 10 ans. D'accord. Mon père était vendeur de voitures et muté assez régulièrement, donc j'ai bougé donc en Bretagne, mais aux 4 coins de la France également, donc puisque je suis descendu en Charente, je suis parti en Haute-Savoie, je suis retourné en Charente jusqu'à ma majorité, jusqu'à mes 18 ans. Donc voilà, avec une construction, on va dire, qui n'était pas évidente dans l'adolescence, parce que quand tu changes tous les ans, voire max tous les 2 ans d'école, etc., c'est pas évident de te construire. Donc à 18 ans, en fait, parce que j'avais envie comme beaucoup de jeunes, de voir un peu du pays, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, parce que j'avais pas de niveau d'études. Donc j'ai saisi une opportunité de partir en Guyane. Donc avec un copain, j'étais à l'époque en Charente, à Cognac plus précisément. Ok. Et donc voilà, j'ai un pote qui avait raté un examen. Son papa lui a donné 2 alternatives, c'était aller dans son cabinet de comptabilité parisienne ou dans celui qu'il avait en Guyane. Pareil, ça ne lui plaisait pas, la Guyane ça lui faisait peur, et donc je lui ai simplement dit si à 2 ça lui faisait un peu moins peur, et il m'a dit à 2 ça change tout, et 15 jours après j'étais dans l'avion. Donc okay. Voilà, donc je venais d'avoir 18 ans, donc j'arrive là-bas, c'était pas simple parce que j'avais 3000 francs de côté, parce qu'à l'époque c'était des francs. Ouais. Et là, t'as quel âge à ce moment-là? Là j'ai 18 ans tout juste, et en fait on est en 93. Ok. Ouais. Donc j'arrive là-bas, de toute façon faut que je taffe, ne serait-ce que pour rentrer, parce que j'avais qu'un billet aller. Donc voilà, fallait au moins trouver un taf le temps de pouvoir rentrer. Et je suis embauché dans une société qui fait de la désinsectisation et de la dératisation. Donc ce qui était assez particulier pour moi, qu'appelait ma mère en fait pour écraser une araignée dans ma chambre quelques mois avant. Donc voilà, je suis rentré dans cette société. Ça m'a appris en fait très vite le multiculturel, puisque en fait j'étais le seul blanc. Donc avec des chefs d'équipe et des ouvriers en fait qui étaient soit guyanais, soit martiniquais,
mais pour l'essentiel qui était brésilien, georgetonien, haïtien, etc. Donc ça a été une belle expérience avec un métier très dur, puisque tu étais dans les combles, en fait tu dératises, tu désinsectises, il fait 70 degrés, enfin c'est juste l'enfer comme métier. Et donc j'ai fait ça donc pendant 7 mois. D'accord. Donc voilà, donc au bout de 7 mois, j'étais... Ça devait tirer un petit peu. Ouais, ça tirait un petit peu. J'étais sur la tangente de vouloir rentrer. Okay. Et là aussi, par opportunité et rencontre, je suis rentré comme livreur dans une menuiserie industrielle qui travaillait pour l'essentiel pour l'administration ou le centre spatial. Donc en Guyane toujours? Toujours en Guyane, mais là à Kourou. Donc Okay. quand je suis arrivé, j'étais à Cayenne et donc après à Kourou. Donc voilà, c'était une belle petite PME en fait du coin. Mais qui sortait en fait d'une période de redressement qui était où c'était pas facile d'embaucher et le chef d'entreprise que j'avais rencontré par ailleurs en fait trouvait en fait ma candidature en fait bonne pour le moment. Il y avait un alignement des planètes parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour sécuriser en fait les arrivages sur les chantiers parce que là-bas il y a beaucoup de vols, il y a un niveau de sécurisation important à mettre et de confiance qui va avec. Comment je pouvais conduire le camion et en fait je pouvais aussi faire du secrétariat, enfin du multitâche, etc. Donc tu étais la bonne main qui arrivait au bon moment, quoi. Voilà. Okay. Donc comme à chaque fois, et puis je pense qu'on se leur dira après, en fait, soit on a le talent, soit tu mets des heures, tu mets un peu plus de... Donc quand tu n'as pas le talent, que tu ne sais pas faire, tu compenses. Donc j'ai mis assez vite une bonne capacité de travail. J'arrivais très très tôt le matin, je partais plutôt très tard. J'étais célibataire et tout, donc en plus j'avais pas de sujet. Donc assez vite, j'ai mis un niveau de confiance important. Puis j'ai commencé à faire un peu plus que du secrétariat. Et puis j'ai fini un peu mini-DAF, quoi, tu vois, de la boîte où finalement j'avais une fonction un peu RH, je faisais un petit peu tout dans la société, ce qui était très enrichissant. Cette société-là, en fait, en 96, travaillait pour l'essentiel sur les chantiers du centre spatial en vue pour les infrastructures d'Ariane 5. Okay. Les tirs d'Ariane 5, en fait, les 2 tirs d'essai ont échoué. De ce qu'a sonné le glas de la société. Et moi, au même moment, j'étais rentré en vacances en Bretagne. Mes parents avaient pris un bar. Et là, ma mère m'a demandé, puisque mon père quittait le domicile, elle me dit c'est peut-être le bon moment que tu rentres. Et je suis rentré l'aider à tenir le bar le temps qu'elle le vende. D'accord, ok. Et donc là, du coup, t'es jamais reparti depuis Et je suis rentré en me disant que j'allais pas rester 1 an sur le territoire et j'y suis toujours. D'accord, ok. Et donc, ton expérience, du coup, en Guyane, elle a duré combien de temps? 3 ans. 3 ans au total, quand même. Ok. Donc, de tes 18 à tes 21 ans. C'est ça. Ok. Et donc, t'as toujours eu cet attrait quand même pour l'entrepreneuriat lorsque t'es revenu? Ou c'était arrivé un peu et ça t'est tombé dans les mains? Ça s'est passé là-bas parce que mon pote avec qui je suis parti, c'était quelqu'un qui était très entreprenant dans l'âme. Donc déjà, forcément, tu t'imprègnes des gens que tu côtoies au quotidien. Le poste que j'avais dans l'entreprise, en fait, me laissait une certaine liberté, donc m'a aussi inculqué en fait certaines valeurs de l'entrepreneuriat. Et puis le PDG de la boîte me laissait aussi sur certains pôles quand même une certaine liberté. Et puis quand je suis rentré, en fait j'ai tenu le bar avec ma mère, donc plutôt sur l'activité du soir, animer, etc. Booster le chiffre d'affaires pour le CD. C'était à Châtellerault. Ok, c'est la question que j'allais te poser. Ouais, c'était pas très loin, entre Saint-Brieuc et Guingamp. Et puis c'est surtout que quand tu sors de ces expériences-là, donc tu as 22 ans, et tu as un CV qui à l'époque est en totale décorrélation avec le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais que l'emploi est assez accessible. À l'époque, en fait, tu ne trouvais pas du boulot comme ça, et encore moins avec un CV où à 21 ans, tu étais parti en Guyane, sans études. Tu n'avais pas de diplôme. Et puis, tu savais tout faire et rien faire à la fois, c'était pas évident. Donc j'étais une fois à Pôle emploi, c'était la NPE à l'époque.
bon, j'ai vite compris que c'était pas par là que j'allais trouver une issue, quoi. Ouais, d'accord. Et donc, ouais, même à l'époque, on mettait pas forcément en avant l'aspect plutôt expérience. Déjà, tu étais confronté à, ben, tu sais pas faire, on peut pas te prendre au... Bah, je pense que à l'époque, en fait, ça reste quand même des critères qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est soit tu as l'expérience, soit tu as le niveau d'études. Mais à l'époque, tu avais un marché en fait du travail qui n'était pas du tout le même. Aujourd'hui, Oui, en fait, clair. il y a un marché du travail où, enfin, tu le vois au quotidien quand tu passes sur le bord de la quai de voie, recherche. C'était pas le ça à cas l'époque, quoi. dans ces années-là. Donc toi, tu arrives avec un CV en fait qui souffre pas de la comparaison des autres. Et voilà, et tu passes. Enfin, t'essaies même pas d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai même pas essayé d'aller faire les entretiens. Je savais que je passerais pas le premier tour. Tu savais que c'était déjà compliqué. Donc là, vraiment, ta première expérience dans l'entrepreneuriat, on va dire, sur le territoire, c'était au niveau du bar, où tu as essayé de faire évoluer le chiffre d'affaires et de mettre en avant les... Ouais, c'est ça. Ok, Tout à fait. d'accord. Est-ce que tu as eu une personne, toi, en particulier, dans ton parcours, au début, qui t'a inspiré, comme on peut appeler ça un mentor, qui t'a mis un peu le pied à l'étrier ou qui t'a inspiré? En fait, j'en ai eu plein. Ok, Donc la première personne qui m'a inspiré, en fait, c'est le pote avec qui je suis parti. Qui avait simplement un an de plus que moi, mais qui était une vraie personnalité. Et d'ailleurs, qui est aujourd'hui un chef d'entreprise établi en Guyane, qui a un cabinet d'expertise comptable de, je sais pas, peut-être une 50aine de salariés ou plus. ok. Et donc voilà, donc lui c'était quelqu'un qui m'a donné en fait qui m'a donné une bonne trajectoire, notamment sur l'ambition, le travail en lui-même, quoi. D'accord. Et donc toutes tes expériences aujourd'hui t'ont amené à créer donc Bleu Mercure. Ça fait combien de temps là que Bleu Mercure est créé? La marque, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Et comment tu as vu l'évolution? Est-ce qu'il y a eu un moment clé, toi? Est-ce que tu peux déjà expliquer, peut-être pour celles et ceux qui comprennent ou qui connaissent pas forcément le fonctionnement de Bleu Mercure aujourd'hui, quel est votre rôle aujourd'hui en tant qu'acteur sur le bassin briochin, à Bordeaux, et aussi un peu partout nationalement au final, quoi, si tu peux nous expliquer ça. Bah nous, en fait, on est un peu un acteur multicarte de l'immobilier d'entreprise. On est principalement en fait lié à l'immobilier d'entreprise, même si on a une filiale donc qui s'appelle Carmin, qui est elle dédiée en fait au logement et logement géré. Donc nous, en fait, on tourne autour de l'immobilier d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'immobilier d'entreprise, c'est un outil pour des sociétés d'exploitation et que ça, c'est quelque chose qui nous passionne. En fait, c'est avant l'immobilier, c'est l'entreprise qui nous passionne. Et en fait, comme l'immobilier est un outil, donc ça convient bien. Et notre rôle dans ce milieu-là, en fait, il est multicarte parce qu'on va quelquefois accompagner en fait des entreprises qui ont une simple recherche de bâtiments, en fait, de bureaux, etc. Donc ça, c'est plutôt génifère. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle dans le métier, en anglais, le brokerage et en français, la transaction. On fait en fait donc de la promotion immobilière. On fait en fait ce qu'on appelle dans le milieu en fait du value add, c'est-à-dire qu'on achète des actifs donc existants dans lesquels on va créer de la valeur parce qu'on va faire des travaux, parce qu'on va retrouver des locataires, parce qu'on va le diviser, on va optimiser un petit peu toute la parcelle et puis revendre après. Okay. Donc on fait de l'investissement bien sûr, et on fait du conseil à l'investissement. D'accord. Et donc là aujourd'hui, Bleu Mercure, c'est Saint-Brieuc, Bordeaux, La Rochelle et Paris. D'accord. Et ça regroupe combien de personnes au total directement au sein de Bleu Mercure? Là aujourd'hui, on est à peu près 45 sur les métiers de l'immobilier. Et à un horizon assez court, on va être une dizaine de personnes en plus. Ok. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue parce que tu sais, bon, j'ai la casquette DJ, mais j'ai aussi la casquette immobilier, tu vois, avec Maison Bercy. Et j'aurais aimé échanger avec toi sur un
un sujet d'actualité quand même, qui nous impacte directement. Et je ne sais pas si toi, vous êtes directement impacté avec l'immobilier d'entreprise. Quel regard, toi, tu as sur l'immobilier à l'heure actuelle dans sa globalité, et quelles perspectives tu penses qui vont en découler là, aujourd'hui? Alors, à partir du moment où, de toute façon, où tu as un secteur d'activité qui est impacté en fait, de façon conjoncturelle, tu as toujours une onde de choc. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ça te touche un petit peu, beaucoup, etc. Donc l'immobilier, on va dire, traditionnel ou de logement, est lui très impacté aujourd'hui en fait par trois choses importantes. C'est le changement de réglementation au sens large du terme, donc les PLU, etc. Donc le coût de la dette et les coûts de construction qu'on crée en fait cette situation en fait d'aujourd'hui. Après en fait dans le logement, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves, si tu prends un exemple, parce qu'en fait il y a plein d'exemples, mais si tu en prends un, tu as un couple avec un enfant, en fait, il est en appartement, il veut partir en maison. Il va voir son banquier lui dit avant tu aurais pu emprunter en fait 300 000 euros, maintenant tu peux plus emprunter que 200 000, puis là où tu peux pas emprunter, il faut mettre de l'apport, donc tu as une distorsion. En gros, les gens ils arrivent à emprunter sans quasiment mettre de cash, maintenant il faut qu'ils mettent de cash, ils ont un coût de la dette qui est énorme. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? C'est que tu fais rien, tu fais pas. Donc le marché en fait il se bloque. Et ça, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se passe en fait à l'échelle nationale, c'est que le marché il est bloqué. Nous en fait on est sur un marché de flux. C'est-à-dire que quand t'as pas d'immobilisme en fait en entreprise, c'est que si tu as une situation, à l'inverse en fait, la société qui a une difficulté, elle va réduire en fait ses surfaces de bureau. Donc elle va falloir bouger pour aller prendre plus petit. Et donc tu vas avoir un flux en fait, dans un sens communal où tu vas avoir des sociétés qui vont avoir une difficulté du moment, qui vont être propriétaires de leurs murs, ils vont les vendre, ils vont devenir locataires, ils vont les vendre à l'investissement, etc. C'est un roulement quand même qui se... Alors c'est pas simple pour autant, parce qu'on a, notamment sur les coûts de construction, on a subi en fait la hausse comme tout le monde, et forcément nos bilans s'en sont ressentis. Mais par contre, si tu veux, le flux s'arrête pas. C'est peut-être la différence avec le logement. Ouais. C'est ça. Et donc tu penses que quelle perspective du coup aujourd'hui on peut avoir par rapport à ça? Parce que j'étais donc ce matin en train de me poser des questions, je me dis le marché va quand même moins bien, tu vois, dans la maison individuelle aujourd'hui il y a plusieurs facteurs aussi, notamment le foncier comme tu disais qui nous amène à ces problématiques-là. Et du coup je me disais mais comment aujourd'hui on peut réussir à faire évoluer dans le bon sens justement les choses à notre échelle, enfin moi surtout à mon échelle, tu vois. Comment on peut aujourd'hui réussir à mettre en place des choses pour réussir à débloquer ces situations? Moi en fait, je suis obligé d'avoir l'humilité de te dire que ton métier, je le maîtrise pas très bien. Ouais. Donc je ne dis pas que j'ai pas fait des maisons ou des petits immeubles, mais tu vois, c'est pas notre cœur de métier. Donc je suis pas un expert. J'identifie les problèmes comme toi. Ouais. Il y a plus de lotissement pour plein de raisons, donc qui se font. Donc nécessairement, s'il y a plus les terrains, tu peux pas construire les maisons dessus. T'as moins d'acquéreurs parce que pour les raisons qu'on a dit. Les solutions, en fait, je suis pas capable de t'amener les solutions. Ce que je peux juste constater, c'est qu'il y aura besoin de logements. C'est clair. Donc, de toute façon, la situation, elle va se débloquer. Après, en fait, les acteurs de l'immobilier, en fait, de logement, qui vont participer à ce déblocage, c'est ceux qui resteront. Et là où la difficulté que le métier dans sa globalité a, c'est la casse qu'il va y avoir. Et avec sans doute des entreprises qui sont encore là aujourd'hui, parce que tout ça c'est du flux de trésorerie, mais qui sont entre guillemets déjà morts, quoi. Parce que le temps de réamorcer la pompe, le temps de redévelopper, etc., ils ont sans doute du mal à tenir, quoi. Ouais, complètement. Maintenant, s'il n'y a pas de nouveaux dispositifs, donc pour envoyer des volumes, etc. Je sais pas comment. On verra bien comment ça évolue. Après, je pense qu'il y a des solutions qui vont être mises en place là. Je pense avant la fin d'année, j'espère.
on verra bien comment ça évolue. On va juste passer sur un autre sujet. Donc, comme on disait, tu as plusieurs cordes à ton arc, entre guillemets. Tu as de nombreuses responsabilités, de nombreuses sociétés à gérer. Moi, la question que je me posais, c'est comment tu arrives aujourd'hui? Est-ce que tu as un rituel quotidien qui te permette de décompresser et de garder la tête sur les épaules et qui arrive à te faire déconnecter un petit peu? Oui, comme beaucoup de personnes, en tout cas j'ai surtout ma famille, donc mes enfants et ma femme. Et puis, on en parlait tout à l'heure, et puis le sport, qui t'amène en fait qui t'amène des obligations saines en fait dans ton organisation, qui permet en fait de t'échapper un peu de ton quotidien professionnel, quoi. C'est beaucoup vélo, toi, principalement? Ouais, c'est vélo. Alors moi, j'aime bien à peu près tous les sports, mais je pratique le vélo, même un petit peu moins en ce moment. La course à pied, et puis le sport automobile aussi, où je suis passionné. D'accord. Ok. Et donc du coup, ça fait une bonne transition justement pour en parler. Parce que du coup, Bleu Mercure est quand même un acteur important aujourd'hui dans le sport via les équipes que vous avez pu créer. Quel intérêt du coup aujourd'hui vous avez à faire ces équipes? Est-ce que vous voulez mettre en avant à travers ça? Le premier intérêt, en fait, c'est que quand tu me demandais tout à l'heure, en fait, si j'avais eu des mentors, etc. Moi, j'ai eu énormément de personnes, en fait, qui m'ont tendu la main dans ma vie, et donc le rôle et la dimension d'une entreprise, c'est aussi, à un moment donné, d'accompagner, en fait, les autres et plus particulièrement son territoire. Donc, c'est aussi une forme de renvoi d'ascenseur, en fait, sur le territoire. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi pas forcément des sports majeurs, mais aussi des sports mineurs qui ne sont pas forcément les plus aidés économiquement. Mais il y a cette volonté de rendre au territoire ce qu'il peut apporter et de le faire au travers du sport parce qu'il y a un côté passion et que tant qu'il y a à dire, à un moment donné, en fait, on doit participer à cet effort collectif, autant le faire dans des choses que tu apprécies et qui sont appréciées de façon générale dans l'entreprise. Et dans notre boîte, même si ce n'est pas le cas de tout le monde, on a des personnalités chez nous qui ne pratiquent pas ou peu le sport, mais on en a néanmoins beaucoup qui aiment ça, et donc ça donne du lien social. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes présent dans combien pas forcément combien, mais dans quel sport? J'ai vu que vous étiez donc, dans le vélo, du coup. Il y a du kite aussi. Ouais, du wingfoil. Ouais, c'est le wingfoil. Il y a ça, donc il y a les sports automobiles également. Aide-moi, je sais plus les autres. Il y a pas mal de choses autour du vélo, effectivement. Ouais. Donc c'est à la fois aussi un moment, c'est des rencontres, ça raconte plein d'histoires. Donc on est sponsor de l'UCB, c'est le club riochin, niveau amateur de Saint-Brieuc. On est partenaire de l'équipe Arkea BNB, donc depuis 6 ans maintenant. Donc le BMX de Saint-Brieuc également. On suit donc au-delà du BMX, plus particulièrement le jeune Théo Touin, en qualité d'égérie. Donc voilà, pour l'aider en fait dans la professionnalisation de son sport. On est dans le wingfold. On est dans quoi d'autre encore? J'ai vu d'ailleurs que c'est au wingfoil où il y a eu une médaille dernièrement. Ouais, champion du monde. Champion du monde, ouais. Donc c'est une bonne récompense quand tu vois un investissement comme ça, je pense, sur un jeune il est d'où de Plérin. Il est de Plérin. Quand tu vois un jeune du territoire et que tu accompagnes et qui va jusqu'au plus haut comme ça doit quand même être une belle. Ouais, et puis quelque part, ça donne aussi un petit peu un petit peu la tendance de demain, c'est d'aider des jeunes sportifs, dans l'accompagnement, parce que là c'est des sports en fait qui coûtent cher parce que c'est beaucoup de voyages. Enfin, tu fais championnat du monde, tu vas aux 4 coins du monde, donc ne serait-ce que rien qu'en logistique, si tu veux, c'est assez coûteux. Donc de les aider à ça, et puis vraiment dans une ambition du très haut niveau. Donc là par exemple la cible, c'est les prochains JO. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être répété, parce que là, il y a un vrai, tu vois, il y a un vrai but, ça raconte une belle histoire, quoi. D'accord.
On va continuer l'interview, on va recentrer un petit peu plus les choses sur toi et ton parcours. Si toi, il y avait des choses que devais revenir au début de ta carrière, est-ce que il y a des choses que tu ferais différemment? Oh bah oui, sans Ouais. doute plein, ouais. Ouais. Ouais, À sans doute plein. à quel niveau, si tu as des conseils ou des erreurs que toi tu as pu faire, que tu dirais aujourd'hui à un jeune entrepreneur qui veut se lancer, par où il par où il devrait commencer, où est-ce où est-ce qu'il devrait faire attention dans l'entrepreneuriat? C'est pas évident en fait de répondre clairement à cette question parce que moi des erreurs en fait que j'ai fait et si forcément demain en fait je me retrouvais confronté à la même situation je les ferais pas. Il y en a plein parce que des erreurs j'en ai fait plein, des mauvais choix et des choses que j'ai regrettées. Et à l'inverse en fait c'est aussi ce qui te permet à un moment donné en fait D'avancer. d'avoir une certaine maturité dans tes décisions. Parce que une fois que tu les as fait une fois, tu sais ce que ça fait. Hein, si tu prends une gifle, tu sais que ça fait mal et tu n'as pas envie d'en prendre une deuxième. Donc tu vois, la réponse, c'est une réponse de Normand, c'est pas une réponse de Breton, mais c'est oui. Après des erreurs en fait, des grosses erreurs où je me dis tiens, je suis vraiment passé à côté de quelque chose, etc. J'ai pas de regrets en fait à ce niveau-là. J'ai plein de petits regrets, voilà, sur des choix, sur des relations que j'ai perdues, par exemple, au fil des années, etc. Mais pas de gros regrets en me disant, voilà, en fait, il fallait surtout pas que je fasse ça, quoi. Ok. Et donc toi, dans ce parcours-là, quel moment clé tu t'es dit que ça allait vraiment faire décoller ton entreprise? Il y a un moment clé en particulier qui t'a permis de faire vraiment évoluer C'est des rencontres. Ouais. Nous, enfin, il y a deux moments peut-être clés en fait dans le métier de l'immobilier. Hein. Donc, le premier en fait, c'est ma première semaine dans le métier en fait, où je me rappelle rentrer chez moi et dire à ma femme, ça y est, j'ai trouvé le truc qui allait en fait me faire me lever à 5h du matin. Ok. Donc ça, c'est évident que. D'ailleurs, les premières années, je le disais souvent, mais je le pensais vraiment, c'est que je trouvais que c'était même pas un métier en fait. Toi, quand tu viens de la restauration, moi j'ai fait 10 ans de restauration bar, c'est un métier qui est difficile. D'ailleurs, ceux qui le font pendant toute leur vie, je leur tire mon chapeau, parce que c'est vraiment... on voit Patrick ici qui tient le resto. Moi, je le regarde avec des yeux émerveillés parce qu'à l'âge qu'il a, avoir autant d'énergie en fait tous les matins, mon chapeau, parce que c'est un métier qui t'use. Et là, au début, en fait, l'immobilier et notamment l'immobilier d'entreprise, je trouvais ça plutôt ludique, moi. J'allais un peu au boulot. C'était du relationnel. Ouais, c'est pas la même notion d'effort. Après, le stress est revenu et puis les enjeux, etc. ont repris le dessus après, mais au début, moi, j'avais pas de salarié, pas de patron. C'est cool. Génial. Hein. Ouais. Ok. Donc ouais, ça c'est vraiment donc le premier moment clé. Tu me disais la première semaine et c'est la passion en fait. C'est le moment où tu te dis bon, j'ai le sentiment. Donc à tort ou à raison, mais en tout cas j'avais le sentiment d'avoir trouvé ce qui me plaisait et ce à quoi j'allais pouvoir servir. D'accord. Donc ça c'est le premier. Le deuxième moment clé en fait c'est en fait mon associé en fait. Enfin j'ai plusieurs associés. On va dire mes associés d'aujourd'hui en fait. Alors tous, je ne sais pas si tu voudras aller dans ce niveau de détail, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup d'associés et de gens sur qui je peux compter. Mais c'est vrai que David, dans la gestion globale du groupe au quotidien, qui est le DG du groupe aujourd'hui, ça a été un soutien très fort et ça nous a permis d'avancer beaucoup plus vite. Et puis François, qui est notre investisseur historique, parce qu'on a un métier qui consomme beaucoup de besoins financiers et qu'il nous a fait confiance. Et ça nous a permis d'aller assurément beaucoup plus vite. Donc ça, c'est des rencontres majeures qui t'ont permis de justement pouvoir avancer et faire structurer l'entreprise, quoi. Ouais. Parce que c'est un métier, en fait, tu peux le faire. Alors déjà, nous, on est petits dans un monde de très gros. Hein. Nous, c'est notre monde, en fait, il est macro, voire même international pour plein de sociétés.
Et nous, on est un tout petit acteur, quoi, hein, tu vois. Donc, et on est sur certains métiers, en fait, plutôt sur des notions de niche. Mais malgré tout, en fait, c'est un métier de volume. Et donc, c'est un métier qui demande beaucoup de besoins financiers. Ouais. Ouais, d'accord. Donc là, il y a pas mal de projets en ce moment qui sont sur Saint-Brieuc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, sans rentrer forcément dans les détails, parce que je me doute qu'il y a des choses qui doivent rester. Et quel souhait, toi, tu as aujourd'hui, par exemple, dans un endroit comme on est ici, vous ne le voyez pas forcément, on est au Stamp, c'est un endroit qui a ouvert au mois de décembre 2023. Donc c'est un ancien centre de tri qui a été retapé, entre guillemets, en espace de coworking, avec un restaurant et un bar également. Ça, c'est un souhait de ta part de justement faire évoluer les choses à Saint-Brieuc. Oui. Ouais. En tout cas, de faire évoluer les choses, disons, de participer à l'évolution en fait de Saint-Brieuc. Nous, en fait, on accompagne. En fait, hein, on n'a pas la prétention de dire qu'on va changer en fait les règles. Mais par contre, on peut aussi adhérer et accompagner en fait quelque chose qui se met assez naturellement en place. Alors avec tous les efforts de certains politiques, des services et puis des acteurs économiques de la place. Et puis naturellement aussi, mécaniquement, sur des villes de dimension moyenne, en fait, dont l'heure est arrivée ou va arriver, parce que le développement en fait, urbain se fait naturellement comme ça, c'est-à-dire très mégapole, très métropole, très grande ville, et puis maintenant moyenne ville. Si tu regardes l'évolution des villes sur les 30 dernières années, tu vois qu'il y a eu des cycles. C'était Bordeaux, c'était Nantes, c'était Rennes, c'est Brest. Et puis après, tu penses que c'est bientôt le tour de Saint-Brieuc du coup ? Je pense que c'est déjà le tour. En fait, il y a beaucoup d'inertie, mais c'est déjà le tour de villes comme Saint-Brieuc. Donc là, on est au début, tu penses, d'un événement, d'un processus plutôt d'évolution, de requalification en fait de la ville, et pas que parce que à chaque fois en fait les petites personnes là qui mettent plein de commentaires en fait un peu dégueux sur les réseaux et tout ça, en fait c'est pas eux qu'il faut écouter. Il faut juste observer que naturellement en fait c'est une ville qui va devenir de plus en plus sexy parce qu'elle a des fondamentaux, parce qu'elle est près de la mer, parce qu'elle est dans une région en fait qui est agréable, parce qu'elle a un coût donc acceptable, en fait, un rapport en fait entre les salaires et ce que tu dépenses, donc les valeurs immobilières par exemple, mais pas que, qui est acceptable parce que tu as la LGV qui est là et que tu es à 2 heures de Paris. Toi, tout ça en fait c'est des infrastructures, en fait tu t'en rends pas forcément compte sur le moment, ça vient plus naturellement, mais là aujourd'hui il y a des investisseurs en fait d'envergure nationale ou des groupes régionaux. On voit le BDS qui arrive à Saint-Brieuc, c'est pas anodin. Alors oui, c'est un restaurant bar qui vient sur Saint-Brieuc, mais déjà le fait qu'un acteur en fait rennais qui est dans la place à Rennes, qui est déjà bien implanté, etc., prenne la décision de s'installer à Saint-Brieuc, c'est un indicateur. Et si ça en fait ça se développe, c'est sûr que dans 20 ans la ville ne sera plus la même. Et c'est l'ordre des choses en tout cas. Ça peut ne pas se passer comme ça, mais ça serait plus normal que ça se passe comme ça. D'accord. Je vais continuer un petit peu parce que mine de rien l'heure avance. Combien de temps d'enregistrement on a là ? On est à 35 minutes. Ok, nickel. On va continuer à avancer. Est-ce que tu peux nous dire une chose que tu aimes particulièrement toi dans ton métier ? L'entreprise. J'adore en fait, rencontrer un client en fait qui lui en fait a son entreprise, qui me la raconte et puis au travers de l'immobilier en fait amener une forme d'accompagnement. Toujours le relationnel quoi en fait. Ouais, la découverte en fait, c'est quand on fait nous ce métier-là, si tu veux, on va être un matin avec
une personne qui veut installer un magasin de vélo. On va être l'après-midi avec une entreprise d'agroalimentaire, le soir avec une société de nettoyage d'envergure nationale voire internationale. Et c'est toutes ces rencontres en fait qui sont sympas, donc pour l'entreprise en elle-même et puis pour ce que représentent les acteurs de cette entreprise. Et ça c'est en ça que je te disais tout à l'heure que ça c'est pas un métier en fait. Ouais, là ça. moi le rendez-vous que j'ai fait en fait ce midi. T'as pas l'impression d'avoir travaillé quoi? Non, j'ai pas besoin d'être payé pour faire ce rendez-vous-là. En fait, j'irai naturellement comme j'irais faire du sport, quoi. Ok, d'accord. Et à contrario, est-ce qu'il y a quelque chose que tu apprécies moins dans ton travail? Oui, le stress et la charge de travail. Donc c'est vrai que comme tout le monde, j'aspire à quelquefois un petit peu moins travailler. Ouais. Ça serait par période, ça serait assez agréable. Et puis le stress, c'est stressant. Tu vois, d'avoir la responsabilité, ne serait-ce que de tant de salariés. Moi, je n'étais pas habitué à ça. En fait, c'est quelque chose que je découvre. Hein. Et Parce que tu as eu en plus une évolution hyper rapide là-dedans. Donc, comment tu fais, toi, pour réussir justement à t'adapter à ça, même en termes de management ou autre? Je veux dire, tu as commencé tout seul. Aujourd'hui, tu disais vous êtes presque 50 au sein de Bleu Mercure. Il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas 6 mois sans que je fasse de la formation. Ok. Donc je me forme tout le temps. Donc plutôt avec des formateurs privés, si tu veux. Donc j'ai la chance, et aussi là, sans doute via le réseau, mais je suis tout le temps en formation. Donc c'est de la formation donc comptable, fiscale, des choses assez fondamentales. Et puis la dernière fois, parce que on a fait une petite soirée pour fêter nos 10 ans, j'avais un discours à faire. Moi, je suis pas du tout à l'aise dans ce genre d'exercice. Je me suis fait coacher en fait pour au moins faire le minimum syndical et que ça soit quand même acceptable. Ouais. Donc voilà, je me suis fait former pour ça. Donc je me fais coacher régulièrement, etc. Donc c'est de la formation qui te permettent d'évoluer dans ton métier et puis de garder aussi en fait le cap, parce que je pense qu'on peut vite être dépassé aussi, comme tu disais, tout le temps des nouvelles réglementations qui arrivent, tu peux vite aussi être dépassé par les choses, non? Oui, après en fait plus tu es nombreux dans l'entreprise, plus tu as en fait des spécialisations. Donc là aujourd'hui on a structuré, on a des gens qui sont en veille en fait sur toutes ces choses-là. Donc c'est de l'information interne, mais moi je me forme, mais d'ailleurs on se forme quasi tous dans l'entreprise. Et t'en as qui vont être sur le décret tertiaire, t'en as qui vont être sur des aspects plus financiers, enfin, etc. Mais aujourd'hui une entreprise quelle qu'elle soit, tu es obligé de t'adapter, les choses vont tout le temps plus vite, tout est digitalisé, l'information elle circule très très vite. Donc tu peux pas rester dans ton coin avec des œillères et puis faire la même chose du matin au soir pendant 10 ans, ça n'existe plus ça. Complètement. On va continuer, Arlan, à échanger ensemble. On arrive plutôt vers la fin. Il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire qu'on va parler d'autre chose que de l'activité principale. Ça va plutôt être des questions personnelles. Je sais que donc tu as le sport en passion, mais tu as aussi la musique. D'accord ? C'est un point commun qu'on a tous les deux. Et il y a une question que j'aime bien poser quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, même si c'est pas la première fois qu'on se rencontre. S'il y a une musique que toi tu devais emmener sur une île déserte, laquelle ce serait ? Ouais, de la tech. Ouais, ça serait de la techno ? Ouais. Ok, laquelle ? Voilà, en fait, si je devais là te dire, ce serait plutôt un mix de Charlotte de Witt. Ouais. Ok. T'as été la voir au Vieille Charrue Et non. T'étais pas là, t'étais pas de la partie. J'y étais. Ouais. Et tu vois, même moi qui est pas un grand passionné de techno, j'ai pris une claque en allant la voir. Je pense que c'est le contexte aussi qui joue, le fait que ce soit un festival, etc. Mais je suis pas un passionné de techno et j'ai adoré. J'ai passé 1h20 à peu près de concert. Je me dis, c'est un truc de ouf, quoi. T'as eu l'occasion de la voir déjà en... Non, j'ai mon DAF qui m'avait offert en fait un concert à Barcelone. Et puis j'ai une amie qui est décédée en fait la semaine là, donc j'ai pas pu y aller. Mais non, je l'ai pas encore vu. Mais ça arrivera là. Ça va arriver ouais, là, ça va bientôt. arriver.
Est-ce que J'ai vu Coldplay il n'y a pas longtemps, Ah ouais, génial. Où ça? à Lyon. Ah ouais, à Lyon. C'était pas le jour où il y avait de la pluie, où t'as été... Non, il n'y avait pas de pluie et Parce que, c'était vraiment incroyable. Ah, j'ai vu, ils font un show avec leurs illuminations et tout, là, c'est Ouais, incroyable. c'est tout, c'est tout parfait. Ok, ouais, génial. Question suivante. Tu préfères mettre un but à la 90e minute en finale de Coupe du Monde ou gagner une étape à l'Alpe d'Huez au Tour de France? Ouais, t'as déjà la réponse. Tour de France. Ouais. Un moment de joie que tu aimerais revivre? Ouais, je vais te dire des trucs qui sont assez convenus, hein, mais la naissance de mes enfants. Ok. Ouais. D'accord. Quel métier t'aurais aimé faire si tu n'avais pas été gérant d'entreprise? Alors, j'aurais aimé, bon, c'est très... À part coureur cycliste. Non, mais sportif de haut niveau, Ouais. donc, ou sportif professionnel, oui. Ouais, Ok. ça m'aurait plu. Si tu devais choisir une personne avec qui tu pouvais dîner pour échanger avec elle, t'as droit à n'importe qui dans le monde. Voilà, tu me poses une colle, enfin, je trouve. Elle est que pas je cherche, évidente. Avec qui j'écoute, c'est quoi? J'ai pas d'idée là. Il y a tellement de personnes avec qui je trouve ça enrichissant. J'aimerais bien en fait, pour ma culture personnelle, j'aimerais bien discuter avec un politique de haut niveau, type un président ou un premier ministre, pour comprendre en fait ce qu'ils ont dans la tête. D'accord. Parce que je saisis pas tout quelquefois. Ouais. Ok, Et d'accord. que c'est des personnes qui sont brillantes, donc forcément il y a des choses qui se disent pas dans les médias, mais j'aimerais bien comprendre. Et que tu sois d'accord Ouais. ou pas forcément avec ses opinions, juste pouvoir échanger. Pas une question d'opinion, une question juste de pourquoi en fait, pourquoi ils font comme ça, pourquoi ils prennent ces décisions ou pourquoi ils n'en prennent pas. J'aimerais bien, ouais, ça serait, je pense, assez enrichissant. Ok. Parce qu'il y a sûrement des raisons. Oui, je pense oui, qu'il y en a plusieurs. Donc, quand je me pose des questions, j'essaie de me les poser aussi à moi-même. Et je pense que ce serait le même choix que j'aurais fait. Moi, c'était plutôt Nelson Mandela à qui je pensais. Mais c'est une bonne réponse, même si on n'a pas forcément de Là, c'est mauvaise. pour le côté humaniste, Ouais. je pense aussi. Ouais. Aussi, ouais. On arrive plutôt à la fin du podcast, Arlan. Je voulais moi te remercier déjà de ton temps, parce que je sais que t'es beaucoup pris. Ça fait presque 3 quarts d'heure là qu'on enregistre ensemble, et c'était hyper enrichissant pour moi déjà. Comme je te dis, t'étais une des premières personnes que j'avais notées dans la liste du podcast. Donc encore une fois, merci pour ton temps, pour ta confiance. Puis j'espère que t'as passé un bon moment. Ouais, c'était cool. Ok, Merci à très toi. bien. On va écouter, c'était l'épisode 4 de l'Instant Good Vibes avec Arlan Boulin, donc président et créateur du groupe Bleu Mercure. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci.